que je vais dire va recouper en partie ce que dit certaines choses qu'a dites Santiago. Je remercie déjà les organisateurs, Benoît et Claudine, pour leur invitation. Alors, je vais discuter le problème sceptique, au moins sous une certaine forme, à partir de la philosophie de la perception, et j'aborderai en particulier à un moment le problème du statut des raisons de croire dans le cas des croyances perceptives. En apparence, la simple perception du monde ne nous fournit que des raisons fragiles pour croire certaines choses. Ces raisons sont, semble-t-il, largement insuffisantes pour prouver l'existence du monde. L'hypothèse du monde extérieur serait au mieux la meilleure explication du fait qu'il nous semble qu'il y a un arbre quand nous en voyons un. Cette hypothèse serait plus simple et cohérente que l'hypothèse sceptique selon laquelle nous serions systématiquement trompés par un malin génie. Alors vous avez cette idée évidemment chez Russell dans les problèmes de philosophie, même si on peut penser que les scénarios sceptiques sont tirés par les cheveux, le simple fait d'imaginer leurs possibilités et de ne pas savoir, semble-t-il, que nous ne sommes pas dans de tels scénarios semble suffire pour remettre en cause la possibilité même de la connaissance perceptive. A l'inverse, George Edward Moore considérait qu'on peut fournir la preuve de l'existence du monde extérieur en se fondant sur la simple perception qu'on en a. Plus précisément, en exhibant ses mains, puis en affirmant qu'on sait qu'il y a là une main, donc on sait aussi qu'on n'est pas dans un scénario sceptique. Alors évidemment, l'exemple que prend Moore, la connaissance de ses mains, n'est peut-être pas un bon exemple de connaissance perceptive, puisque évidemment Moore sait très bien qu'il a des mains sans les regarder. Reste que si Moore a raison, ce genre de raisonnement suivant pourrait être correct. Premièrement, je sais qu'il y a là un zèbre. Si je ne sais pas que les hypothèses sceptiques sont fausses, alors je ne sais pas qu'il y a là un zèbre, donc je sais que les hypothèses sceptiques sont fausses. Cet argument mooréen répond à l'argument de l'ignorance qu'a redonné Santiago, donc je ne vais pas le redonner une énième fois. L'argument de Moore est valide, mais quiconque doute de l'existence du monde extérieur ne sera pas convaincu. En effet, on fait, semble-t-il, une grossière pétition de principe en affirmant en première instance savoir qu'il y a un zèbre, puisque cette affirmation présuppose, semble-t-il, que le monde existe. Un sceptique considérera par ailleurs qu'on doit fournir la preuve que c'est bien le cas, qu'on sait qu'il y a là un zèbre quand on en voit un. Et c'est, selon lui, impossible. Il soulignera aussi qu'il n'est pas légitime d'affirmer posséder un tel savoir perceptif, puisque, après tout, notre croyance perceptive qu'il y a là un zèbre ne suit pas à la trace la vérité. On pourrait avoir cette croyance perceptive, lors même qu'on se trouverait dans le scénario sceptique. A l'inverse, Moore et ceux qui le suivent, à savoir les mooréens, comme on pourrait les appeler, considèrent qu'il y a certaines choses qu'on sait, ici de manière perceptive, sans avoir à en fournir la preuve, et qu'on peut se fonder sur ces connaissances pour en conclure, via le principe de clôture épistémique, que les hypothèses sceptiques sont fausses. Par ailleurs, comme l'a montré Ernest Seuza, il n'est pas requis qu'une connaissance soit sensible à la vérité, qu'elle la suive à la trace, pour que ces croyances constituent une connaissance. Il suffit, selon Seuza, que la croyance soit sûre, au sens où elle aurait pu difficilement être fausse. Par exemple, si le sosie Claudine Chiercelin s'est glissé dans la salle et que je regarde par hasard la vraie Claudine, alors ma croyance visuelle que Claudine me regarde aurait pu facilement être fausse, si j'avais regardé son sosie à la place. Partant, ma croyance de voir Claudine ne peut, dans ces conditions précises, constituer une connaissance. Par contre, les scénarios sceptiques sont si radicalement différents de notre monde que nous ne voyons pas pourquoi de telles possibilités pourraient nous empêcher de connaître quoi que ce soit. Certes, les croyances perceptives ne sont pas sensibles à la vérité, car si on était dans un scénario sceptique, on continuerait toujours à les avoir, mais la connaissance perceptive ne requiert en réalité que la sûreté des croyances.
Cependant, pour calmer les doutes sceptiques, est-il bien suffisant d'affirmer, comme les mouréens, qu'on peut savoir perceptivement certaines choses sans avoir à en fournir la preuve, et qu'il suffit que ce savoir soit sûr. Ce qui motive une attitude sceptique concernant la connaissance perceptive, c'est aussi l'apparente fragilité des raisons qui supportent nos croyances. Avoir une expérience visuelle de zèbre, ou des sense data de zèbre, pour parler un langage un peu passé de mode, semble bien insuffisant pour savoir qu'il y a un zèbre en face de nous, ou même pour être simplement justifié à le croire. Il serait certes possible de répondre ici qu'il importe en fait peu de prendre en compte les expériences ou les impressions sensorielles pour déterminer si on sait ou non qu'il y a là un zèbre. Ce qui importerait, ce serait plutôt la question de savoir si le processus perceptif par lequel on a acquis la croyance est ou non fiable. S'il l'est, alors il est fort probable qu'on sait qu'il y a un zèbre quand on en voit un, à supposer que l'environnement dans lequel on se trouve soit normal. Le sceptique humien pourra rétorquer alors qu'il faut prouver de manière non circulaire que les sens sont fiables avant d'affirmer qu'on peut posséder une connaissance perceptive du monde. Or, cela, selon lui, est impossible. D'autre part, l'idée que les expériences sensorielles elles-mêmes ne joueraient aucun rôle dans la justification ou la connaissance perceptive est douteuse. C'est bien via les expériences perceptives qu'on peut, semble-t-il, être justifié à croire certaines choses concernant le monde, voire le connaître. En apparence, il faut une base rationnelle à nos croyances. Après tout, nous ne sommes pas de simples magnétophones, pour changer l'expression, épistémiques. Bref, il est, semble-t-il, nécessaire pour un mouréen de fournir une explication du rôle des expériences sensorielles dans la justification et la connaissance perceptive. Qu'est-ce qui fait que les expériences sont source de justification ou de connaissance? Quel type de raisons nous fournissent les expériences sensorielles? Alors, il va de soi, évidemment, que la connaissance perceptive est faillible, au sens où ce que nous croyons savoir sur la base de nos sens peut se révéler être faux. Mais le problème que j'aimerais discuter avec vous, c'est celui de savoir si les expériences sensorielles elles-mêmes fournissent des raisons faillibles ou non de croire. Alors, je dirais qu'une expérience que P, qu'il y a un zèbre par exemple, constitue une raison faillible de croire qu'il y a un zèbre si cette raison aurait pu être présente sans qu'il soit le cas que P. Inversement, une expérience sera dite constituer une raison non faillible de croire P si la présence de cette raison est incompatible avec l'absence de P. À première vue, les expériences sensorielles ne peuvent, semble-t-il, que constituer des raisons faillibles de croire perceptivement certaines choses. Point sur lequel, évidemment, insistera le sceptique. Si c'est le cas, le mouréen devrait alors expliquer la connaissance perceptive qu'amour, lorsqu'il prétend savoir qu'il a des mains, en termes de raisons faillibles de croire. Voyons comment cela est possible. Selon ce qu'on pourrait appeler le mouréen faillibiliste ou dogmatique, comme on l'appelle maintenant, s'il semble perceptivement à un individu qu'il y a un zèbre, cet individu a une raison prima facie de croire qu'il y a un zèbre. Alors vous avez ce genre de position chez Prior et chez Humer, et chez pas mal d'autres. Les raisons prima facie sont des raisons non conclusives, c'est-à-dire qui ne garantissent pas la vérité de P, et celles-ci sont défaisables. Certains facteurs sont en effet susceptibles de faire tomber la justification de ces raisons, que ces raisons nous fournissent en première instance à croire certaines propositions. Par exemple, un témoignage qui contredit la proposition crue. Lors même qu'elles ne nous fourniraient que des raisons faillibles de croire, les expériences sensorielles pourraient néanmoins alors nous justifier prima facie à entretenir certaines croyances. Alors, on peut qualifier cette position de dogmatique, puisque l'idée est la suivante. Lorsqu'il nous semble perceptivement que P, lorsque nous avons certaines expériences sensorielles, nous avons une justification prima facie à croire P qui ne repose et ne requiert aucune autre justification qui pourrait être citée en faveur de P
par exemple un témoignage qui confirmerait le fait que P. Pour le défenseur de la justification prima facie des croyances perceptives, au moins dans la version dans laquelle je l'ai présenté ici, les expériences sensorielles ne peuvent au mieux que constituer des raisons faillibles de croire, puisque ces expériences, au sens où ces expériences peuvent nous justifier non inférentiellement à croire P, même si ce n'est pas le cas que P. Un individu, par exemple, peut être justifié à croire qu'il y a un zèbre sur la base de son expérience hallucinatoire de zèbre, même si, par exemple, il ne doit pas avoir en plus de données qui défont cette justification, par exemple, un témoignage fiable en faveur de l'absence de zèbre. Alors, un avantage de la thèse défendue par le dogmatique est qu'elle permet de mettre fin à la régression de la justification, et elle permet aussi de fournir une réponse assez plausible au problème du scepticisme. Moore sait ou est justifié prima facie à croire qu'il a des mains, et cette justification se transmet à sa croyance qui n'est pas dans un scénario sceptique. Certes, le dogmatique admet que la preuve de Moore ne pourra convaincre quelqu'un qui doute déjà de l'existence du monde extérieur. La preuve est donc dialectiquement inefficace. Alors, même si ce diagnostic est à mon sens correct, la position dogmatique est confrontée à plusieurs difficultés. Alors, je vais en dire quelques-unes, pas toutes, et toutes ne sont pas forcément les meilleures. Par exemple, un cohérentiste pensera que seuls les états doxastiques, comme les croyances, peuvent justifier les croyances. C'est une idée que vous trouvez chez Davidson et l'erreur, par exemple. Mais ici, on pourrait répondre qu'il semble plausible de considérer que les faits épistémiques, comme la justification, surviennent sur les faits non épistémiques, comme à savoir les expériences sensorielles, dans notre cas. En fait, les réticences envers l'idée d'une justification immédiate et non inférentielle des croyances par les expériences sensorielles viennent au moins en partie de ce qu'on a tendance à réduire les raisons et la justification au fait de fournir des preuves. Or, comme le souligne Prieur, il y a un sens de raison et de justification qui ne renvoie pas à la dialectique des preuves, mais plutôt au simple fait de rendre la croyance rationnelle. De la même manière qu'une cravate peut rendre beau celui qui la porte sans prouver qu'il est beau, les expériences sensorielles peuvent rendre certaines croyances rationnelles sans prouver qu'elles le sont. Néanmoins, contrairement à ce que pense le dogmatique, ne peut-on pas penser que la justification perceptive dépend au final d'une attitude de confiance envers certaines propositions que nous sommes incapables de justifier, même si nous sommes néanmoins autorisés à tenir ces propositions pour vraies. Par exemple, la proposition que le monde existe ou que nos sens sont fiables. Donc évidemment, là, je vous renvoie aux articles de Crispin Wright qui font écho aux remarques de Wittgenstein. Et si on rejette la nécessité d'entretenir ce genre d'attitude de confiance, ne pourrait-on pas alors sérieusement douter qu'une expérience visuelle de zèbre puisse justifier, même non inférentiellement, la croyance qu'il y a un zèbre quand on en voit un? Ne pourrait-on pas alors soutenir que l'expérience visuelle de zèbre rend l'existence du zèbre au mieux probable? Vous avez ce genre de critique chez Koliva et Wright. Une autre difficulté pour le dogmatique est liée au statut des hypothèses sceptiques. Le dogmatique considère que les hypothèses sceptiques avancées contre l'idée d'une justification perceptive ne fournissent pas de bonnes raisons de penser que les croyances perceptives ne sont pas justifiées. Autrement dit, pour le dogmatique, même s'il existe des défaiseurs de la justification des croyances perceptives, c'est-à-dire des raisons de douter de la légitimité de ces dernières, le dogmatique considère que les hypothèses sceptiques n'en font pas partie. Comme le soulignait Moore lui-même, la conclusion sceptique selon laquelle on ne peut rien connaître est si peu crédible qu'on peut la rejeter et affirmer dogmatiquement, dès le début de la réflexion, qu'on sait beaucoup de choses. Bref, un défaiseur de justification, pour être plausible, doit être
supportées par des données. Or, cela ne serait pas le cas des hypothèses sceptiques. Après tout, il est vrai qu'il ne nous semble pas que nous soyons dans un scénario sceptique. À quoi pourrait bien ressembler une telle expérience, même si Jean-Baptiste a envisagé la possibilité hier, où il y aurait une banderole avec marqué « Vous êtes dans un scénario sceptique ». Et en tout cas, au minimum, aucune donnée empirique ne semble aller dans ce sens. Les défaiseurs de justification sont généralement identifiés par le dogmatique à ce qui constitue ordinairement des raisons sérieuses de douter de la légitimité de nos croyances. Or, les hypothèses avancées par le sceptique n'ont rien d'ordinaire, soutient-on. Néanmoins, affirmer cela, que les hypothèses sceptiques n'ont rien d'ordinaire, n'est-ce pas faire une grossière pétition de principe? Admettre dès le début de la réflexion philosophique que la justification existe, ou du moins qu'on est justifié à croire qu'elle existe. Comme le fait remarquer le dogmatique Prior, dire que les hypothèses sceptiques ne défendent pas la justification des croyances n'empêche personne de douter qu'il existe réellement quelque chose comme une justification immédiate et défaisable des croyances perceptives. Cela me mène à l'objection centrale, mais peut-être pas décisive, en fait je pense qu'elle n'est pas décisive, qu'un sceptique pourrait faire au dogmatique. Formulée de manière générale, l'idée défendue par le dogmatique est qu'on peut prendre les apparences perceptives pour ce qu'elles sont, en l'absence de défaiseurs. Néanmoins, le désir de trouver de l'or, par exemple, ne peut-il pas influencer la manière dont les vulgaires cailloux m'apparaissent? C'est ce genre de critique chez Peter Mackie. Contrairement à ce qu'affirme le dogmatique, ne peut-on pas aussi penser qu'un principe épistémique extérieur aux apparences est nécessaire pour que l'apparence justifie? Un principe du genre, si on a une impression de jaune, on peut croire qu'il y a là du jaune. Avec raison, me semble-t-il, le dogmatique rejette la nécessité d'un tel principe pour la justification perceptive. Pourtant, il n'est pas sûr qu'il ait échappé complètement à la difficulté. J'ai commencé à 20 ans. Encore 20 minutes. Ouais. Donc, il n'est pas sûr qu'il ait échappé à la difficulté. Dans les principes de la connaissance humaine, à la première partie au paragraphe 18-19, Berkeley écrit la chose suivante. S'il y avait des corps extérieurs, il est impossible que nous parvenions jamais à le savoir. Et s'il n'y en avait pas, nous pourrions avoir exactement les mêmes raisons que nous avons maintenant de penser qu'il y en a. Supposons qu'une intelligence, sans l'aide de corps extérieurs, soit affectée par la même suite de sensations ou d'idées que vous. Je demande, continue Berkeley, si cette intelligence n'aurait pas toutes les mêmes raisons de croire à l'existence des substances corporelles représentées par ces idées que celles que vous-même pouvez avoir de croire à la même chose. Cela est indiscutable et cela suffit pour que toute personne raisonnable suspecte la solidité des arguments, quels qu'ils soient, qu'elle pense avoir en faveur de l'existence des corps hors de l'esprit. Ce sur quoi veut manifestement ici insister Berkeley, c'est sur l'extrême fragilité de nos raisons de croire, que nous fournissent ces expériences sensorielles. Le problème pourrait être résumé sous la forme d'un argument, qui est en fait une version de l'argument qu'on appelle aujourd'hui l'argument de la sous-détermination, mais j'en donne une version un peu personnalisée et directement compréhensible. Première prémisse. Si une expérience authentiquement perceptive de zèbre est subjectivement indiscriminable d'une expérience hallucinatoire de zèbre, alors ces deux expériences fournissent les mêmes raisons de croire qu'il y a un zèbre, à savoir des raisons faillibles non factibles. C'est le principe, je vais lui donner le nom là pour aujourd'hui, principe d'identité ou de faillibilité généralisée des raisons de croire. Donc ça, c'était la première prémisse. Deuxième prémisse, avoir une raison faillible de croire, c'est-à-dire une raison compatible avec l'absence de zèbre, ne suffit pas pour être justifié à croire qu'il y en a un. Conclusion, donc ni une hallucination de zèbre, ni même une expérience authentiquement perceptive de zèbre ne suffisent pour justifier la croyance qu'il y a un zèbre.
En bref, l'idée est la suivante. Celui qui ne se trouve pas dans un scénario sceptique et celui qui s'y trouve pourrait avoir les mêmes expériences subjectivement indiscriminables. Par exemple, il leur semble perceptivement qu'il y a un zèbre. Or, semble-t-il, cela implique que ces deux individus ont les mêmes raisons en faveur de leur croyance perceptive, à savoir des raisons faillibles, non factives, de croire qu'il y a un zèbre. Dès lors, on peut se demander, est-il vraiment légitime de croire que les choses sont bel et bien comme elles paraissent être ? Évidemment, le dogmatique peut répondre ici oui, en rejetant l'idée que si une expérience fournit une raison faillible, elle ne peut pas justifier la croyance perceptive. Donc c'est contre la prémisse 2 de l'argument. Certes, mon expérience visuelle de zèbre, par exemple, ne me fournit pas en elle-même une raison infaillible pour croire qu'il y a un zèbre, puisqu'elle pourrait être indiscriminable d'une expérience hallucinatoire de zèbre, mais selon le dogmatique, je resterai néanmoins justifié prima facie à croire qu'il y a un zèbre en l'absence de défaiseurs possibles à cette justification. Par exemple, la possibilité que je sois en train de faire une crise de delirium tremens est très peu probable. Néanmoins, est-ce que le dogmatique ne concède pas trop à l'argument ? Ne peut-on pas rejeter l'argument que j'ai développé tout à l'heure autrement qu'en rejetant l'idée que les raisons faillibles sont incapables de justifier les croyances ? Selon moi et d'autres, cela n'est pas impossible, mais il faut alors rejeter l'idée que les expériences authentiquement perceptives, les bons cas, comme on les appelle parfois, ne nous fournissent que des raisons faillibles de croire. Ce qui revient en fait à s'écarter de la thèse de la justification prima facie des croyances perceptives, au moins dans la version dans laquelle je l'ai présentée. Ici, si vous voulez, l'idée va consister à soutenir que les expériences perceptives constituent des raisons factives de croire, des raisons non faillibles. Si on a tendance à penser qu'une expérience visuelle de zèbre, quand on en voit réellement un, ne peut pas nous fournir un privilège épistémique par rapport à une expérience hallucinatoire de zèbre, n'est-ce pas parce qu'on suppose, peut-être à tort, que les faits du monde ne peuvent être qu'extérieurs à l'expérience du sujet ? L'expérience perceptive elle-même, voir un zèbre quand il est réellement là, ne nous permettrait pas vraiment d'atteindre les faits du monde, le fait qu'il y a un zèbre. Souvent, le sceptique présuppose une telle conception de l'expérience perceptive comme détachée, distincte du monde qui la cause. De cette conception suit que celui qui perçoit réellement un zèbre et celui qui n'en a qu'une hallucination auraient forcément les mêmes raisons pour leur croyance qu'il y a devant eux un zèbre, à savoir que les choses leur semblent perceptivement ainsi, ces raisons étant faillibles et défaisables. Mais on peut rejeter cette idée, justement, en soutenant les deux thèses suivantes. Alors là, par contre, je vais donner une formulation un peu générale, et sans prendre en compte les différentes manières de soutenir les deux thèses. La première thèse, c'est la thèse du disjonctivisme métaphysique de la perception, défendue notamment par quelqu'un comme Michael Martin et Hinton, qui consiste à dire la chose suivante. Contrairement aux cas d'expériences illusoires ou hallucinatoires, les expériences perceptives nous mettent essentiellement en contact cognitif avec des faits, objets, propriétés du monde, nous les présentent. Alors, évidemment, là, ce que vous mettez à la place de faits, objets, propriétés, ça dépend de l'ontologie que vous acceptez. Si vous voulez, l'idée, pour le dire autrement, c'est que les faits, objets, propriétés du monde sont littéralement des constituants de nos expériences perceptives. Ce qui revient à soutenir une forme extrêmement robuste et relationnelle de la perception. Ça, c'est la première thèse, qui est une thèse métaphysique. La deuxième thèse est une thèse épistémologique, et on peut la qualifier aujourd'hui de disjonctivisme épistémologique des raisons de croire, qui est notamment défendue par un auteur comme John McDowell ou Duncan Pritchard plus récemment. L'idée est la suivante. Contrairement aux cas d'illusion, d'expériences illusoires ou hallucinatoires, les expériences perceptives nous fournissent des raisons non faillibles, factives, de croire
voire nous permettre de savoir certaines propositions au sujet du monde. Alors, si ces deux thèses sont correctes, alors Moore est au minimum justifié à croire qu'il a là une main, car son expérience visuelle le met véritablement en contact avec un fait, la présence de sa main. Son expérience lui fournit ainsi une raison non pas faillible de croire qu'il y a là une main. À l'inverse, la raison qu'il a, c'est une raison non faillible. À l'inverse, si Moore avait eu une simple hallucination de main, il n'aurait pas eu la même raison qu'il a de croire qu'il y a une main, il en aurait eu une toute autre, à savoir une certaine expérience hallucinatoire de main. On a ainsi, à mon sens, si la thèse du disjonctivisme épistémologique des raisons est correcte, on a ainsi une réponse à l'argument de tout à l'heure, mais une réponse différente. Cette réponse consiste à rejeter ce que j'ai appelé le principe d'identité et de faillibilité généralisée des raisons de croire, qui consiste à dire que deux expériences subjectivement indiscriminables fournissent forcément les mêmes raisons de croire, ces raisons étant faillibles. Alors, il est vrai que si une expérience perceptive véridique de zèbre et une hallucination de zèbre sont indiscriminables pour un individu, alors on a du mal à voir comment la première expérience pourrait le justifier à croire qu'il y a un zèbre si la seconde, l'hallucination, ne le fait pas. C'est ce genre de remarque chez Crispin Wright. Néanmoins, le disjonctivisme épistémologique soutient justement que l'indiscriminabilité subjective possible de deux expériences n'implique pas ipso facto que ces expériences fournissent les mêmes justifications pour celui qui les a. Bref, selon le disjonctivisme épistémologique, le principe « les mêmes apparences impliquent la même justification » ne vaut pas toujours. Tu me tiens au courant pour le temps ? 10 minutes. Ce n'est pas parce que deux expériences sensorielles sont indiscriminables subjectivement qu'elles sont de même nature et qu'elles fournissent les mêmes types de raisons. Ce n'est pas parce que je ne peux pas discriminer mon expérience visuelle de Julien ici présent, de mon expérience que j'aurais si je voyais une image holographique de Julien, même si je n'arrive pas à discriminer les deux expériences, l'expérience dans laquelle je vois réellement Julien me place dans une meilleure position épistémique pour croire que Julien est présent. Pourquoi ? Parce que quand je vois vraiment Julien, j'ai une raison non faillible de croire qu'il est là, à savoir une certaine expérience visuelle où Julien se présente, de manière visuelle. Bref, il est possible d'endosser, comme le fait le disjonctivisme épistémologique, une forme d'externalisme des raisons de croire, concernant les croyances issues des expériences sensorielles véridiques. Néanmoins, comment expliquer alors l'intuition en apparence plausible, selon laquelle un individu qui a une hallucination de zèbre, appelons-le Paul, l'individu, pas le zèbre, est bel et bien justifié à croire qu'il y a un zèbre. C'est ce qu'on appelle maintenant le problème du nouveau malin génie. Ici, le défenseur du disjonctivisme épistémologique peut répondre de la manière suivante. Étant donné que Paul a une impression visuelle de zèbre, on ne peut pas le blâmer d'un point de vue épistémique pour sa croyance, à supposer qu'il ne sache pas qu'il a une hallucination. Cela suffit pour attribuer à Paul une forme de justification à croire qu'il y a un zèbre. Après tout, Paul n'est pas irrationnel en croyant ce dont il a l'impression visuelle. Alors, pour ma part, j'ai tendance à penser que cette justification négative est en fait en partie insuffisante pour expliquer le cas en question. On pourrait en effet imaginer l'objection suivante. Celui qui en proie à une hallucination a, semble-t-il, aussi bien une justification positive de croire ce qu'il croit. Paul est, semble-t-il, aussi justifié, de son propre point de vue, à croire qu'il y a un zèbre, et un bon candidat pour expliquer cela, semble-t-il, est son impression visuelle interne de zèbre qu'il éprouve. Si cette impression de zèbre suffit pour justifier Paul à croire qu'il y a un zèbre lorsqu'il a une nation de zèbre, il est fort probable qu'elle suffise aussi à justifier Paul lorsqu'il croit qu'il y a un zèbre quand il en voit réellement un.
les expériences authentiquement perceptives ne fourniraient donc que des raisons faillibles pour les croyances. Alors je vous laisse le soin de juger de la pertinence de l'objection. Pour ma part, j'aurais tendance à penser que Paul peut très bien croire posséder une raison positive de croire sans qu'il la possède réellement. J'ai encore 5 minutes là ou plus non. Combien non, alors, je ne vais pas ici tenter de justifier la thèse du disjonctivisme métaphysique, puisqu'il ne me reste plus que 8 minutes, et celle du disjonctivisme épistémologique. En fait, c'est très difficile à faire. Bon, je vous passe les détails. Je vais faire néanmoins déjà quelques précisions. Il ne suffit évidemment pas d'avoir une expérience véridique d'un fait, une raison non faillible, pour savoir perceptivement quelque chose. Dans l'exemple du début, je ne sais pas visuellement que Claudine est là, si, sans que je le sache, son sosie est dans la salle. Et si Roger m'en informe et que je pointe au hasard l'une des deux Claudines, je ne sais pas non plus qu'elle est là. De plus, pour connaître perceptivement quelque chose, il est, semble-t-il, requis de mettre en œuvre des capacités reconnitionnelles et discriminatoires, mais aussi que nos sens soient fiables et qu'on ait au minimum une attitude négative de confiance à leur égard. Après tout, si nos sens n'étaient pas du tout fiables, ou qu'on doutait systématiquement de leur fiabilité, il n'y aurait pas beaucoup de sens à affirmer qu'il existe des expériences sensorielles qui nous mettent véritablement en contact avec des aspects du monde et qui constituent des raisons factives pour nos croyances. Certes, il arrive que ces raisons perdent, pour ainsi dire, leur force. Par exemple, lorsque quelqu'un m'informe que la personne que je crois arriver, Paul, en fait, c'est Pierre qui est déguisé en Paul, on va dire. Donc, elles peuvent perdre une forme de leur force. Bien, direz-vous, on veut maintenant des arguments vraiment solides en faveur du disjonctivisme, qu'il soit métaphysique ou épistémologique. Alors, je n'en ai pas de tel, enfin, en tout cas pas sous la main, mais au minimum, sur le point sur lequel j'aime bien insister, c'est qu'on ne passe pas de l'une des thèses à l'autre sans difficulté. Concernant le passage de la métaphysique de la perception à l'épistémologie, la réticence est en fait la suivante. Même si vous acceptez l'idée que la perception nous fournit des raisons factives de croire, quelqu'un pourrait objecter que cela n'a aucune implication d'un point de vue épistémologique. Après tout, même si mon expérience visuelle de Zeb est factive, car j'en vois réellement un, cela ne suffit peut-être pas pour en conclure que cette expérience me justifie à croire quoi que ce soit au sujet d'un zèbre. Ne faut-il pas aussi, demandera peut-être le sceptique, que je sois justifié à croire que je suis bel et bien dans un bon cas de perception et que j'en fournisse la preuve. Pour le dire simplement, la thèse disjonctiviste n'échappe pas à une forme de scepticisme. Alors, à mon sens, cette objection est discutable, car elle présuppose la thèse dite de l'internalisme réflexif, selon laquelle la justification d'une croyance requiert la croyance justifiée que cette première croyance est justifiée. Mais néanmoins, cette objection, à mon sens, nous alerte sur une véritable difficulté. Peut-on allègrement tirer d'une thèse portant sur la nature de la d'une thèse qui porte sur la nature de la perception, à savoir la perception comme ouverture au fait, une conséquence portant sur le statut épistémologique des croyances perceptives? N'est-ce pas là confondre deux domaines radicalement différents, la métaphysique de la perception d'un côté et l'épistémologie des croyances de l'autre? Alors, pour ma part, j'aurais des réticences à couper le lien entre les deux, mais je voulais souligner cette difficulté. Maintenant, si je prends les choses en sens inverse, ne peut-on pas partir de l'épistémologie des croyances perceptives pour argumenter en faveur d'une conception de la perception comme ouverture au fait? Quelqu'un comme John McDowell a soutenu que oui, très brièvement, son argument est le suivant: la seule manière, selon lui, de comprendre la possibilité de la connaissance perceptive est de concevoir les expériences perceptives comme des présentations des faits du monde. Alors, son argument est en fait très discutable. En effet, il semble exister une foule de manières assez convaincantes d'expliquer la connaissance perceptive qui ne passe pas par la thèse de la perception comme ouverture au fait. Vous avez des manières fiabilistes, des manières dogmatiques, voire évidentialistes. Bref, la thèse du disjonctivisme métaphysique et épistémologique ne s'implique pas mutuellement, logiquement. Vous pouvez accepter l'une sans accepter l'autre.
Alors, une autre réticence, j'ai encore 5 minutes là. Non, alors je vais peut-être passer ça, on en reparlera pendant la discussion peut-être. Alors, je vais passer tout de suite au diagnostic, si la thèse des deux disjonctivismes est correcte. Qu'est-ce que ça nous donne comme diagnostic? Alors, certains sont quétistes, comme John McDowell. En gros, ils soutiennent qu'il suffit de montrer comment la connaissance perceptive est possible pour ne plus s'ennuyer avec le problème sceptique, plutôt que de fournir un argument antisceptique de type moréen. Si vous rejetez cette attitude quétiste, vous pouvez répondre de manière directe en faisant un argument de type moréen. Moore, lorsqu'il affirme qu'il a des mains, en les regardant, n'est pas dans une situation épistémique si fragile que cela. Bien au contraire, si le monde extérieur existe et que ses sens fonctionnent bien, l'expérience visuelle qu'a Moore en regardant ses mains le met en contact perceptif avec un fait du monde, la présence de ses mains. Et cela lui fournit une raison non pas faillible et fragile de croire qu'il a des mains, mais une raison extrêmement puissante, le fait qu'il a des mains. Et cette raison, il n'aurait pas pu l'avoir s'il avait été dans un scénario sceptique. Évidemment, tout ce que je viens de dire n'est vrai que si, de fait, le monde existe bien et que c'est effectivement le cas, que les sens sont fiables. Mais, selon les Moréens, Moore n'a pas à fournir la preuve que ces sens sont fiables et que le monde existe bien pour être justifié, en première instance, à croire qu'il a des mains. Alors, je crois qu'on peut résumer les choses de la manière suivante. Un sceptique raisonne en gros de la manière suivante. J'emprunte la citation à Sebastian Rode dans Self-Consciousness. Quand je crois savoir quelque chose sur la base de l'expérience perceptive, j'aurais pu être trompé. Si j'avais été trompé, je n'aurais pas su que je l'étais. Je n'aurais pas été capable de discerner ma situation de celle dans laquelle je ne suis pas trompé. Cela montre que mes raisons ne me placent pas en position d'exclure que je sois trompé. Voilà le raisonnement du sceptique. Mais vous voyez bien que le problème, c'est le suivant. Même si quand je suis trompé, je ne sais pas que je le suis, cela n'implique pas que quand je ne suis pas trompé, je ne sais pas que je ne le suis pas. Si Moore n'est pas un sceptique, il peut savoir qu'il a deux mains. Évidemment, on peut avoir des réticences à attribuer le savoir à Moore qu'il a des mains. À mon sens, cette réticence est liée à l'attribution du savoir. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous envisagez les hypothèses sceptiques, vous internalisez, pour ainsi dire, vos raisons de croire, les expériences perceptives, et de ce point de vue, comme le soulignait tout à l'heure Santiago, Moore ne peut plus vraiment s'attribuer le savoir. Puisque vous envisagez la possibilité que toutes les expériences que vous avez actuellement, vous pourriez les avoir sans que le monde existe, et donc du coup, vous présupposez une conception internaliste des données, et du coup, on peut avoir des réticences à dire qu'on sait ceci ou cela, quand le sceptique vient nous poser des questions. Et je crois que d'une certaine manière, si on dit, mais les Moréens font une sorte de pétition de principe en affirmant dès le début qu'ils savent certaines choses. Une des questions intéressantes de se demander, est-ce que vraiment faire une telle pétition de principe, est-ce que c'est vraiment mal d'un point de vue intellectuel? Je crois que non, comme l'a rappelé John Greco dans Putting Skeptic in their Place, à la page 22 et 40, il n'y a pas en fait réellement de sceptique avec qui discuter. Car si la thèse sceptique était vraie, on ne serait pas sûr de discuter avec qui que ce soit. Par conséquent, on pourrait trouver qu'il n'y a rien d'insatisfaisant à présupposer que les expériences sensorielles peuvent nous fournir des raisons factives. En gros, pour le dire plus simplement peut-être, c'est que les interrogations philosophiques sont des interrogations pertinentes, mais pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la justification ou la connaissance, mais c'est certainement pas comme un débat où quelqu'un vous dit quelque chose, vous dites mais non, mais c'est pas ça, et évidemment là il a le droit de vous demander la preuve de ce que vous affirmez. J'ai encore un peu de temps.
moins une minute. Une minute. Peut-être un dernier point, parce qu'il ne me reste plus qu'une minute. À mon sens, la tradition, d'une certaine manière, en philosophie de la perception, évidemment, je parle, a eu tendance à considérer que la question de la fiabilité portait sur les expériences. Est-ce que mon expérience visuelle, perceptive, est fiable ou non? Mais en fait, on pourrait très bien soutenir que le problème est mal posé, que finalement la fiabilité, et évidemment il y a toute une école là en ce moment qui souligne cette idée, la fiabilité en fait porte plutôt sur les capacités. Les capacités perceptives sont fiables, et dans ce sens-là, on peut dire aussi qu'elles ne sont pas infaillibles, évidemment. Par contre, à mon sens, cette idée que les capacités sensorielles sont fiables et faillibles n'exclut pas l'idée que, par moment, ces capacités, lorsqu'elles s'exercent correctement, elles vous mettent dans un état dans lequel vous avez une raison factive de croire, à savoir une certaine expérience véridique, qui vous met en contact avec un fait. Et évidemment, de ce point de vue, le problème devient celui du problème de ce qu'on appelle de la circularité épistémique, à savoir qu'il est, semble-t-il, impossible de prouver de manière non épistémiquement circulaire la fiabilité des sens. Évidemment, on peut considérer, enfin certains considéreront, comme Fumerton, que cette impossibilité est une mauvaise chose d'un point de vue intellectuel, mais à mon sens, on pourrait aussi penser tout à l'inverse, que c'est en fait une simple marque de notre condition naturelle limitée. Il faut que je m'arrête. Oui, est-ce que... Pardon.